Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, vous écoutez votre radio, bien sûr, et n'oubliez pas que vous regardez votre télé aussi à partir de notre site internet icietmaintenant.info ou mehtv.fr ou également persiancnn.tv ou persiancnn.tv. Vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé partout dans le monde entier. Alors ce soir, comme je vous ai promis, j'ai un invité, un ami qui est très très cher pour moi et pour vous toutes et tous, puisque plusieurs fois quand il n'est pas là, on cite ses propos, ses paroles, un homme de sagesse, un homme de pensée, président de démocratie avec un S, c'est le général Henri Paris. Le général Henri Paris est avec nous ce soir et je vais saluer le général. Bonsoir mon général, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien, merci. Je suis ravi, mon général, de vous recevoir, surtout après votre, on peut dire, maladie qui a duré on peut dire assez longtemps. On est tellement ravis de vous retrouver ensemble ce soir, dernier samedi du mois de février, l'année 2009, ensemble, mon général. La santé, ça va? Ça va, ça va. Alors, ça durait plusieurs mois, mais vous, comme un soldat, vous avez résisté, on peut dire. Voilà. Et le Dieu était avec nous, avec vous. Voilà. Mon général, alors, si vous permettez tout de suite, parce que je sais que quand vous étiez même à l'hôpital, vous suivez les informations, surtout grâce à votre femme Ariane, qui est en même temps, on peut dire, votre secrétaire, votre équipe, toutes vos activités ont été continuées parfaitement, c'est-à-dire le colloque, le dîner débat, votre journal, et surtout que vous-même, vous étiez toujours au courant des infos, même pendant que vous étiez à l'hôpital. Alors c'est pour ça que vous êtes au courant de tout. Et si vous permettez, je vais commencer la première question selon vos idées à vous, et qui toujours été avant-garde, on peut dire, mon général, vos idées. Alors l'Amérique, avec Barack Hussein Obama, depuis déjà plus d'un mois, comment vous le voyez, mon général? Il y a deux aspects. Un aspect interne aux États-Unis et puis un aspect externe, la politique extérieure des États-Unis qui touche le monde entier. On peut dire aussi qu'au plan interne, bien sûr, la crise américaine, la récession américaine, de par la grandeur et l'importance des États-Unis d'Amérique, touche le monde entier aussi. C'est évident. Bref, les États-Unis ont une importance qui est absolument planétaire, et là il faut bien le reconnaître. Enfin, je dis bien reconnaître, c'est une telle évidence qu'il n'y a même rien à reconnaître. Il suffit d'ouvrir les yeux. Maintenant, les États-Unis sont fragiles. On s'est aperçu que la crise financière qui est issue de chez eux, cette crise financière a dégénéré immédiatement en crise économique. Quant au plan extérieur, alors là, je vais dire qu'il y a peu de changements. Je ne pense pas que le président Bush aurait agi différemment finalement de Barack Obama. La seule chose qu'a fait Barack Obama, je fais allusion à la guerre d'Irak, c'est qu'il a mis un terme à la présence militaire américaine. Et encore, il laisse 50 000 hommes. Bush paraît
par extraordinaire, serait resté au pouvoir, ce qui est impossible. Mais il aurait eu un successeur républicain dans ses idées, il n'y aurait pas eu de changement. De toute façon, les États-Unis quittaient la scène irakienne. Et en laissant des troupes, il laisse l'avenir est tout à fait incertain. Voilà ce que je peux dire en synthèse. L'avenir incertain pour l'Irak, mon général? Comment? L'avenir incertain. Quand vous dites l'avenir incertain selon l'économie mondiale, selon Proche-Orient, selon les situations en Irak, en Afghanistan? Oh, les troupes américaines vont quitter l'Irak en laissant 50 000 ans en 2011-2012. Enfin, la date a été précisée par Obama, mais elle peut encore changer. Alors, ils vont laisser 50 000 hommes pour former l'armée irakienne. Bon, ce qui va se passer est tout à fait prévisible. Les Américains vont s'enfermer dans leur forteresse qu'ils vont construire, comme ils le font partout. Et puis l'armée irakienne, ils n'auront pas le temps de la former. Nous sommes en 2009. On ne forme pas une armée en 3 ans, c'est de la blague. Ça n'a jamais existé, c'est tout simplement impossible. Eh bien, de 2 choses l'une. Ou en Irak, la guerre civile va reprendre, ou ça va être le déferlement de la partie extrémiste qui va prendre le pouvoir immédiatement. Quant à la bascule des forces américaines en Afghanistan, ça c'est une guerre sans fin. C'est pas la peine de faire de longues études analytiques ou autres pour le comprendre. Les Anglais ont échoué à la fin de l'avant-dernier siècle, à la fin du 19e siècle. Ils n'ont pas pu conquérir l'Afghanistan. Les Soviétiques ont échoué et ils l'ont compris. C'est-à-dire qu'ils sont restés au total presque 10 ans, un peu moins. Et puis ils ont quitté. Et quant aux Américains, ils sont là-bas depuis 2001 et nous sommes en 2009. Ça va bientôt faire 10 ans. Eh bien, ils échoueront eux aussi, comme les Soviétiques, comme les Anglais. On peut dire que finalement, dans toute cette affaire, il n'y a qu'Alexandre qui est compris, il y a de ça plusieurs millénaires. Oui. Il a traversé l'Afghanistan sans s'arrêter. Voilà, je le dis en plaisantant. Mon général, alors, disons l'Irak, avec sans les soldats américains ou les soldats en réduit, est-ce que ça ne serait pas laissé à la main de la République islamique d'Iran? C'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est l'une des hypothèses, c'est certain, par l'entremise des chiites. C'est pas impossible, c'est une hypothèse. Mais il y a une autre hypothèse, c'est celle des radicaux musulmans, islamistes, oui. Pas forcément des chiites. Al-Qaïda n'est pas composé de chiites, à ma connaissance. C'est vrai, mais mon général, je ne sais pas si vous avez entendu Robert Baer, oui. L'ancien directeur de CIA, qu'il avait fait un bouquin en anglais, après traduit en français, même il était présent sur les chaînes de télévision françaises en plusieurs reprises. Robert Baer, il pense, surtout que c'est lui qui est le scénariste de le film Syriana, avec George Clooney, Robert Baer, comme un expert de services secrets américains, oui. Il pense que prochainement, il aura une force chiite en Proche-Orient et en Moyen-Orient qui va faire face aux wahhabites, soit disons les saoudiens, Al-Qaïda et tous les autres mouvements, c'est-à-dire deux
tendances islamiques vont faire face à face en créant des forces dans le quartier même. Alors actuellement, la présence d'Iran en Irak, avec l'Afghanistan, je ne sais pas, mon général, si vous avez vu des reportages qui étaient diffusés sur les chaînes françaises aussi, à l'occasion du 30e anniversaire de la révolution islamique d'Iran, tout ce que nous avons dit depuis 20 ans, même depuis 10 ans après la guerre d'Afghanistan, c'était approuvé dans ces reportages comme quoi les Iraniens étaient côte à côte avec les Américains en Afghanistan contre les talibans et également en Irak contre Saddam Hussein. C'est-à-dire ils ont sorti certains documentaires qui confirmaient ça. Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a, à votre avis, un accord caché ou des complots cachés quand on ne nous dit pas la vérité dans les médias, comme quoi la République islamique d'Iran va devenir une force dans le quartier et surtout pour défendre certains intérêts face aux wahhabis. C'est une hypothèse, ça. C'est possible, mais c'est pas certain du tout. Alors, que les Iraniens, les chiites, n'aient aucune sympathie pour les talibans, ça c'est avéré, on est d'accord. Et durant la guerre, enfin actuellement, bon, les chiites ne soutiennent pas spécialement, même pas du tout, les talibans. Bon, et ceci depuis le début de la guerre. Et même du temps des soviétiques, du temps de la guerre, menée par les soviétiques. Bon, que les chiites iraniens et que les Iraniens soient opposés aux wahhabites, saoudiens et autres, c'est aussi un fait avéré. Mais entre une opposition et la guerre, se faire la guerre, il y a quand même une différence. Alors, je voudrais rappeler que Saddam Hussein a mené une guerre contre l'Iran. C'est parfaitement exact. Enfin, tout le monde le sait. Cette guerre n'a pas été menée au nom d'un principe religieux. Le Baas de Saddam Hussein se voulait laïque, ce qui n'empêche pas Saddam Hussein d'être un tyran, c'est d'accord. Mais derrière cette guerre irako-iranienne, il y avait des intérêts pétroliers. Les Irakiens voulaient mettre la main basse sur le pétrole iranien. Et dans l'autre sens, c'est aussi vrai. Alors, il n'y avait pas de lutte religieuse là. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait une lutte religieuse qui opposerait par les armes les chiites et les wahhabites. Alors, que l'ancien chef responsable de la CIA sorte une thèse, c'est possible. C'est une thèse comme il y en a bien d'autres. Mais je remarque simplement que c'est une thèse qui va dans son sens. Et bien sûr que les Américains voudraient bien que les chiites se battent contre les talibans. Ah, comme ça leur ferait plaisir. Mais ça, je les comprends. Mais je me place pas, je regarde ça d'un œil tout à fait lucide, objectif. C'est évident. Mais est-ce que c'est pas prendre ses désirs pour des réalités? Est-ce que la politique américaine ne s'est pas déjà trompée au Pakistan, où en intervenant aux côtés des pouvoirs en place, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, eh bien c'est le jeu des radicaux islamistes au Pakistan. Et le Pakistan sert de base arrière aux talibans en Afghanistan. Bien sûr. Nous sommes avec Général Henri Paris, mes chers amis, président de démocratie.
Et nous sommes le samedi 28 février, et demain ce sera le 1er mars 2009, bien sûr. Mon général, deux guerres d'Israël, un celle de Liban et l'autre celle de Gaza. Alors ces deux guerres-là, tous les deux, est-ce que l'Israël il a perdu ou il a gagné? C'est qui était gagnant dans ces deux guerres-là, à votre avis? Laquelle guerre? Celle de Gaza, là? Gaza et bien sûr celle de Liban. Oui. Aussi. Ah ben non, au Sur Liban... le Liban, on en a déjà parlé ensemble l'année dernière, mais j'aimerais bien ramener sur la table aujourd'hui les deux guerres pour voir qui était gagnant dans les deux guerres, s'il vous plaît. Bon, on va dire simplement personne. Hein. Bon, en ce qui concerne le Liban, Israël n'a pas pu l'emporter sur le Hezbollah. Mais le Hezbollah ne l'a pas emporté, si ce n'est défensivement, face à Israël. Israël a touché là, l'armée israélienne, qui est remarquable, hein, a touché là l'extrême limite de ses capacités. Ce qui est remarquable et digne d'être remarqué, c'est que les Israéliens, l'armée israélienne, Tsahal, l'a bien compris et a pris des mesures pour se réformer. En ce qui concerne Gaza, bon, ça rentre dans le conflit israélo-palestinien. C'est un conflit qui, lui aussi, est sans fin. Hein. Il dure depuis 1947 et nous sommes en 2009. Alors, c'est sans fin tant qu'on ne trouvera pas un système qui permettra à deux peuples de coexister, c'est-à-dire les Palestiniens et les Israéliens. Et il faut bien qu'un jour, ils trouvent une solution. La solution, elle interviendra aussi avec une modification des mentalités. Et il va bien falloir que les mentalités changent. Mais la clé de tout le conflit au Proche et au Moyen-Orient, c'est ce conflit palestinien. C'est lui qui n'en finit pas. Et là, les Iraniens, via le Hezbollah, s'en mêlent. Bon, et c'est pas une découverte que de constater que les Iraniens sont antisémites. Hein. C'est-à-dire les ayatollahs iraniens, pas les Iraniens, mon général. Oh, pas le peuple, mais bien sûr. Le pouvoir politique. En plus, mon général, une partie aussi de pouvoir. Puisque, même, je crois que vous avez entendu récemment, il y avait les politiciens de la République islamique d'Iran qui ont dit des propos en faveur d'Israël, que même le guide spirituel Ali Khamenei était contre. Mais jamais ils n'ont pas présenté leurs excuses en disant qu'en nous reconnaissant, presque ils ont reconnu l'État d'Israël, et le peuple israélien, etc., etc. C'est dans le pouvoir, c'est-à-dire les gens de pouvoir. C'est-à-dire actuellement même, je crois dans le pouvoir, si après mois d'avril, si Ahmadinejad il s'en va, de toute façon, avec les ayatollahs, c'est un peu difficile, mais dans le pouvoir même, comme le peuple iranien, une grande majorité sont pour l'État d'Israël. Oh, on peut en discuter, hein. Bon, enfin, le gouvernement islamiste iranien n'a pas caché ses options antisémites. Hein. Il a menacé même Israël de destruction. Alors que l'Iran n'est absolument pas impliqué directement dans la guerre entre Israël et la Palestine. Exactement. Là, ils agissent uniquement par idéologie. Et c'est leur idéologie à eux. Parce que si l'on peut dire que les Palestiniens ont le droit à l'existence, le moins que l'on puisse dire, pour Israël, c'est qu'il en est de même. Alors, on ne nie pas l'existence d'Israël, ce que les Iraniens ont fait. La question assez délicate, mon général, nous sommes avec le général Henri Paris, mes chers amis, ce soir. J'ai le plaisir de le recevoir avec nous sur l'antenne. Vous pouvez nous écouter, nous regarder, 95.2 FM bien sûr, et sur ici et maintenant .info, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé.
Alors, mon général, Hezbollah libanais, c'est un mouvement chiite et créé par les ayatollahs iraniens. Mais Hamas, que pour ces gens-là sont des sunnites, comment ça se fait que ce mouvement sunnite, qui sont en train de faire la guerre avec la République islamique en Irak, on peut dire dans d'autres pays, de toute façon, il y a un conflit entre chiites et sunnites depuis même 14, de plusieurs siècles, comment ça se fait que Hamas est tellement lié avec les ayatollahs iraniens? Vous l'analysez comment, cette alliance, mon cher général Henri Paris? Bon, d'abord, ils sont pas si liés que ça, faut pas exagérer. Hein. Ils sont plutôt liés, s'il faut rechercher des alliances, hein, ils sont plutôt liés aux frères musulmans égyptiens. Hein. Deuxièmement, ils vont s'allier au Hezbollah, tout simplement parce qu'ils ont le même adversaire, à savoir Israël. Ça aussi, c'est pas une nouveauté. C'était connu du temps des Grecs. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Voilà. Et c'est pour ça que je mets en doute la thèse qui veut que les chiites iraniens vont se dresser contre les wahhabites saoudiens. Je suis très sceptique. Mais, je répète, c'est encore une thèse. Mais je reviens au Hamas et au Hezbollah, oui, aux Palestiniens du Hamas et les Iraniens, ayant le même adversaire, Israël, les voilà alliés objectivement. Exactement, exactement. Alors, mon général, les missiles palestiniens vers Israël, ils viennent d'où? Parce qu'on dit que c'était fabriqué en Russie et en Iran. Oui, c'est pas impossible, mais enfin, ce sont des missiles assez rudimentaires. Ensuite, il ne faut pas prendre les Palestiniens pour des imbéciles. Eux aussi, ils fréquentent les universités. Eux aussi, ils font des études. Bon, et des fonds, ils arrivent à en avoir par tout le système, certes compliqué, mais enfin c'est quand même un système qui marche, qui permet aux extrémistes islamistes de récupérer des fonds, y compris d'ailleurs de la part d'organisations telles que des ONG, mais des ONG islamistes. Et qu'est-ce que les Occidentaux et les Américains peuvent faire? Il faudrait qu'ils commencent par liquider leurs paradis fiscaux. Ils ne le feront jamais. Jamais, à votre avis? Non, sûr que non, ils en profitent trop. Nous sommes avec le général Henri Paris, mes chers amis, vous écoutez Radio Ici Maintenant. Encore quelques questions, mon général, sur la guerre de Gaza, on peut dire, d'Israël avec ses ennemis, voilà, qui, comme vous venez de dire, n'est pas terminée, ça ne va pas terminer non plus. Alors, mon général, cette question de Gaza et des Palestiniens, pourquoi puisque, comme vous venez de dire, comme nous le savons, sauf la République islamique d'Iran, il y a d'autres forces mondiales, comme la Russie, la Chine et d'autres pays, qui sont derrière Hamas, c'est-à-dire ils soutiennent, ou en cachette, ou sans faire de bruit, ce mouvement terroriste. Pourquoi une partie de forces mondiales soutiennent ce mouvement terroriste Hamas, soi-disant? D'abord, ça aussi c'est une thèse. Hein. C'est pas dit que les Russes, c'est pas prouvé que les Russes et les Chinois soutiennent le Hamas, tout du moins directement. Hein. Bon, maintenant, il est bien évident que les Russes de leur côté et les Chinois de leur côté ont partie liée. Et ils ont un traité de coopération de Shanghai. Bon, maintenant, ces deux pays ne sont pas spécifiquement en odeur de sainteté aux États-Unis. De même que les États-Unis
ne sont pas en odeur de sainteté, ni en Chine, ni en Russie, pour des séries de motifs qui s'additionnent les uns après les autres, et les uns aux autres. Russes et Américains ont eu un instant, un moment d'alliance en 2001, parce qu'ils avaient un adversaire commun, qui était le terrorisme. Alors, les Russes avaient affaire aux Tchétchènes et les Américains aux talibans. Alors, ils ont plus ou moins chacun de son côté renversé leur position et ils ont fait une alliance commune. Bon, ça n'a pas duré. Hein. Bon, et les Américains sont toujours en Afghanistan et les Russes sont toujours en Tchétchénie. Mais sur l'affaire tchétchène, à un moment donné, les Américains ont soutenu les Tchétchènes. Et puis ils ont arrêté lorsqu'ils ont compris qu'en fait, ils soutenaient aussi les islamistes qui avaient partie liée en Tchétchénie avec les Tchétchènes. Et ils ont laissé faire les Russes. Et la suite, on la connaît. Bon, la guerre de Tchétchénie n'est pas terminée parce que ce sont des régions qui sont toujours instables. Mais enfin, dans sa phase violente, la guerre de Tchétchénie est terminée. Et les Russes, bon, son maître contrôle la Tchétchénie. Qu'il la contrôle mal, ça c'est certain, mais il la contrôle quand même. Et les Tchétchènes ont été abandonnés par les Américains. Ça c'est certain. Bon, maintenant, est-ce que les Russes soutiennent le Hamas? Ça reste à démontrer. Hein. Bon, les Russes, les 3/4 de l'armement qu'ils expédient à l'extérieur, les 3/4, les 9/10, ils le vendent. Et ils le vendent à celui qui l'achète. Là, ils ne sont pas regardants. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs à ne pas être tellement regardants. On retrouve de l'armement américain et chinois un peu partout dans le monde, notamment en Afrique. Même en Afrique. Voilà, mais oui. Voilà ce que je peux dire. Bon, entre autres, en RDC, en République démocratique du Congo. Oui. Les Kalachnikov, hein, on en trouve partout. Mais quand même, mon général, vous voulez dire que la guerre froide existe? Ah non. Non. Non, elle est terminée. Elle est terminée. Et elle est terminée avec la disparition de l'Union soviétique. Maintenant, la lucidité oblige à reconnaître que la guerre froide n'était pas uniquement un conflit entre le communisme et le libéralisme américain, entre le communisme russe et le libéralisme américain. C'était aussi un conflit de grande puissance, c'est-à-dire l'Union soviétique devenue la Russie contre les États-Unis d'Amérique, et vice-versa. Oui. Et il n'y avait pas qu'une question idéologique dans cette affaire. L'idéologie communiste a disparu en Russie. Elle est morte d'elle-même d'ailleurs, ce dont ne se rendent pas compte les Américains. Elle est morte d'elle-même. Eh bien, le conflit perdure. Ce qui prouve donc que ce n'était pas uniquement un conflit idéologique, mais aussi un conflit de grande puissance. Voilà. Est-ce que la guerre de Gaza, le problème des Palestiniens en général, Oui. et Hezbollah avec l'Israël, c'est un enjeu assez important stratégiquement dans le quartier? C'est-à-dire, si on règle et on résout ces problèmes-là, à votre avis, une grande partie des problèmes mondiaux va être résolue ou non? Ah oui, oui, c'est ce que je me suis exprimé à ce sujet précédemment. Tout le problème du Proche et du Moyen-Orient est lié à ce conflit. Alors, tout y est dedans. Et tout dépend de ce conflit.
si ce conflit cessait, eh bien, une part d'une solution pacifique pourrait intervenir au Proche et au Moyen-Orient. Maintenant, soyons objectifs. Oui. Bon, les Américains ont eu l'idée de matérialiser, de mettre sur pied un concept qui était le concept du Grand Moyen-Orient, Oui. et de le rendre démocratique. Ce Grand Moyen-Orient, de la Mauritanie au Pakistan. Enfin, je me dis, là, il y a un trouble de l'esprit. Pas un seul de ces États n'est démocratique. Pas un seul. Alors il faut aussi bien comprendre la démocratie parlementaire telle qu'on l'entend dans le monde occidental. Eh ben, c'est pas un objet d'exportation. Et surtout pas un objet d'exportation par la force. C'est lié au mode de vie occidental, à un système de vie, je vais dire presque à une civilisation qui a au moins une quinzaine de siècles derrière elle. La démocratie parlementaire, telle que nous l'entendons en Occident, elle va tirer ses racines dans la Grèce ancienne et chez Rome, où tout n'était pas parfait. Ils admettaient l'esclavage. Mais enfin, c'est par révolutions successives qu'on en est arrivé là. Et on veut obliger, je parle des Américains là, Oui. dans leur plan du Grand Moyen-Orient, à adopter cette démocratie parlementaire. Mais tout simplement, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de ce mode de vie. Et il faut le reconnaître. Et non pas être prétentieux et vouloir imposer un système politique et un système social à des pays qui n'en veulent pas. Il faut tirer leçon du système soviétique. Les soviétiques voulaient imposer, eux aussi, leur marxisme, léninisme administratif à la planète entière. Ben, ils ont échoué. Attention de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Nous sommes avec le général Henri Paris, Voilà. mes chers amis. Mon général, je vous remercie beaucoup et bravo, puisque vous venez de mettre votre doigt sur quelque chose assez important. Cette démocratie occidentale, comme vous venez de dire, jamais, on ne peut pas l'adapter dans le pays islamique, on peut dire, ou dans le pays tiers-monde. Vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Puisque nous avons plusieurs exemples. Depuis l'année 90 à ce jour-là, Algérie et beaucoup d'autres pays, même Hamas, même Hezbollah libanais au Liban, nous avons pu constater que, comme vous venez de dire, démocratie, puisqu'il n'a pas le même tendance, même pensée que nous l'avons ici en Occident, dans le pays tiers-monde, alors toujours c'était profiter en faveur des pouvoirs fanatiques qui peuvent manipuler les gens, les idées, les individus, et je suis désolé de dire ça, franchement, d'utiliser les gens comme des animaux, comme des moutons. Pourquoi? Puisque quand vous ne savez pas ni lire, ni écrire, quand vous n'avez pas des universités, des écoles, des radios, des télévisions, des débats démocratiques, comment l'individu va aller voter? Il va aller voter fils en Algérie, il va aller voter à Hezbollah au Liban, il va aller voter à Hamas, surtout que de temps en temps, mon général, il y a des financements qui viennent de droite à gauche des pays musulmans, qu'ils soient Arabie Saoudite ou l'Iran, ou à l'époque il y avait le Libye et d'autres pays, et tous ces gens-là, quand ils votent, ils ne savent pas pourquoi et pour qui ils votent. Ils votent sur la sensibilité religieuse, nationale, mais il n'y a pas de raison et il n'y a pas d'un vote rationnel. Vous avez tout à fait raison d'insister sur ce sujet-là, mon général, puisque démocratie parlementaire,
pouvoir démocratique et jamais jusqu'à maintenant il n'a pas pu exister dans tous ces pays-là. Regardez, quelqu'un, il est président de la République, il est comme un roi, il est président jusqu'à la fin de sa vie. Et quand il va partir, il met son enfant à sa place. Qu'il soit M. Hariri au Liban, qu'il soit en Syrie, et même en Libye demain, même en Égypte le lendemain. Vous avez tout à fait raison. Est-ce que alors la question, mon général, c'est important, puisque vous êtes vraiment, vous êtes quelqu'un que vous voyez bien même la future politique du monde. Quand vous avez écrit USA, maths et échec et maths, et que nous avons pu constater, c'est le cas d'aujourd'hui, et beaucoup d'autres choses que le général Henri Paris, il a écrit pendant toutes ces années. Quand nous feuilletons vos écrits, mon général, nous pouvons constater que vous étiez dans les années 90, vous étiez dans les années 2000, 2010, et vous voyez bien les choses. Alors aujourd'hui, mon général, une question assez importante. Quand les Américains, surtout les républicains, ils parlent de grand Moyen-Orient et de démocratie dans tous ces pays-là, est-ce qu'ils ne sont pas conscients de comment ils vont ramener cette démocratie de mouton? Moi, je le nomme démocratie de mouton avec tout le respect que j'ai pour l'individu. Mais l'individu, quand il va aller voter, et il ne sait pas à qui il va voter, même il ne sait pas écrire les noms des gens. Même de temps en temps, mon général, moi, j'avais des reportages que j'ai visés. Les gens, ils voulaient voter, ils ne connaissaient même pas le visage de la personne qui voulait le voter, seulement ils votaient pour celui qui portait la barbe. Alors, est-ce que les Américains, ici aussi, ils sont inconscients, ou si, à votre avis, c'est quelque chose qui est caché? Non, d'abord, j'irai pas aussi loin que vous, hein, en disant que dans les pays islamiques, les pays arabes, ils savent pas ce que c'est qu'un vote, et ils votent n'importe comment et pour n'importe qui. Bon, il y a des votes. Bon, je remarque simplement une chose, hein. Je reviendrai là-dessus, puis je répondrai plus précisément à votre dernière question. Des essais de système laïque ont existé dans les pays arabes. Le Baas irakien et syrien étaient des mouvements qui étaient d'essence laïque. Bon, et puis... Laïque, mais pas démocratique, mon général. Mais oui, il y a eu une dérive immédiatement, une dérive très rapide, qui a fait que le Baas irakien a donné Saddam Hussein, et en Syrie, c'est aussi le contraire d'une démocratie. Bon, alors maintenant, les Américains sont-ils conscients ou inconscients? Moi, je dis simplement, sans faire de jugements trop brutaux, oui, qu'ils ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas. Ils se rendent pas compte, ils commettent des erreurs. Bon, leur guerre en Afghanistan, c'est une erreur. C'est une erreur de Bush et c'est une erreur de Barack Obama. Et Barack Obama, en Afghanistan, persiste dans l'erreur de Bush. Ils maintiennent une guerre qui est sans fin, et qui va user les forces américaines. Un jour, les Américains, eux aussi, en auront assez de l'Afghanistan. Alors ils quitteront l'Afghanistan. Et le régime de Karzai ne subsistera pas au départ des Américains. Ça, c'est certain. Alors, inconscient. J'irai pas jusque-là. Ils ont des gens extrêmement sérieux, ils ont des universités, ils ont des politiques qui sont et des militaires qui sont tout à fait conscients et intelligents et instruits
Bon, mais ils commettent des erreurs. Et ils continuent à les commettre. Maintenant, je reconnais qu'il est difficile à l'hyperpuissance américaine de dire brutalement « nous nous sommes trompés, nous évacuons ». Et pourtant, c'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire. Je prends, si vous voulez bien, un exemple historique. Oui, mon général. L'empereur des Français, Napoléon, a engagé la France dans une guerre d'Espagne. Bon. C'est à Sainte-Hélène seulement que Napoléon reconnaît son erreur. Mais il fallait la reconnaître avant, et puis évacuer l'Espagne à temps. Au bout d'1 ou 2 ans de guerre, mettons, la guerre en Espagne, il y a ça 2 siècles, a commencé en 1808. Bon, il était clair en 1809-1810 qu'on n'y arriverait pas. Je parle de la gagner. Eh bien, il fallait évacuer en 1910. Qu'est-ce que je raconte? En 1810, au bout de 2 ans de guerre. Il l'a pas fait. Il le reconnaît, Napoléon, il le reconnaît à Sainte-Hélène. Alors, noir sur blanc, il le fait même écrire dans le mémorial de Sainte-Hélène. La guerre d'Espagne a été une erreur. Bon, eh ben les Américains, eh ben ils feraient mieux de reconnaître purement et simplement qu'ils ont commis une erreur et d'évacuer d'abord l'Irak, ensuite l'Afghanistan. Mais ils vont pas faire ça. Je pense. Maintenant, conscients, ils sont pas inconscients, les Américains. Ce sont des gens intelligents, hein, et des gens instruits. Souvent, ils commettent une erreur. Voilà. Nous sommes avec le général Henri Paris, mes chers amis. Vous écoutez Radio ici maintenant. Mon général, une petite pause de 2 minutes et on revient sur un autre sujet. Allô? Oui, mon général, on est là. Hein? On est là. 2 minutes seulement, une petite pause. Si vous voulez prendre un verre d'eau, mon général, 2 minutes, on revient. Alors, mes chers amis, il est minuit moins 5 minutes. Nous sommes le 28 février 2009 et j'ai le plaisir ce soir de recevoir le général Henri Paris, président de Démocratie. Alors, on va quitter, mon général, le champ de bataille et les guerres. On va parler sur la finance et sur l'économie.
Et surtout, mon général, et c'est ça le souci le plus important de tout le monde, partout dans le monde, qu'il soit en France, en Amérique, dans le pays tiers-monde. Déjà, mon général, je me rappelle très très bien que quand vous avez écrit USA échec et mat, justement, vous parliez de ce problème économique, crise économique qui va emporter le monde entier. Nous sommes déjà là. Et comment vous le voyez, mon général, pour demain? Pour l'Europe, pour l'Amérique, cette crise économique, d'abord, il vient d'où? Comment il a été créé et arrivé à ce point-là? Deuxième question, comment on peut le résoudre, mon général? Est-ce qu'en injectant plusieurs milliards de dollars dans les caisses des banques en faillite, on peut sauver l'économie mondiale, mon général? Alors, je réponds tout de suite à votre dernière question. La réponse est non. Bien sûr, c'est pas en injectant des fonds en faillite que l'on redressera l'économie. Ça, c'est certain. C'est juste un remède et il est temporel, circonstanciel. Bon, le problème, c'est qu'il faut reconnaître une vérité première. La crise actuelle est une crise structurelle et non pas circonstancielle. C'est le système du libéralisme économique qui est en question. C'est lui qui est en crise. Alors, s'il est replâtré maintenant, eh bien, il y aura une autre crise. Écoutez, oui, mon général. Il y a quand même un parallèle qui est frappant. La crise de 29, qui démarre en 29, elle démarre par une crise financière. C'est la Kreditanstalt de Vienne qui fait faillite. C'est l'équivalent de Lehman Brothers. Les deux banques, à presque 80 ans de distance, font faillite et entraînent la chute du système financier. Alors, c'est simple, très simple. Le jeudi noir, c'est-à-dire le 14 octobre 1929, c'est Wall Street qui s'effondre. Eh bien, qui s'effondre de la même manière que Wall Street s'est effondré en septembre 2008 à la suite de la faillite, de la déconfiture de Lehman Brothers. Et maintenant, c'est la patrie du libéralisme économique qui prend en main le soutien des banques, autrement dit l'intervention de l'État. Il faut voir le paradoxe, il faut le comprendre, il faut en prendre conscience. L'État tellement honni par les libéralistes américains, eh bien, c'est l'État américain qui soutient les banques au point pratiquement de les nationaliser. Alors, faut en tirer une conclusion. L'État doit intervenir dans l'économie. C'est l'État qui doit réguler l'économie. Et non pas le marché, parce que ça, c'est une fantasmagorie. Le marché ne régule pas et ne s'auto-régule pas. Il conduit à la crise. Et les crises sont à répétition. Si l'on veut la prospérité et le bien des populations, je me répète encore une fois, c'est l'État qui doit réguler l'économie. Et c'est l'une des fonctions de l'État. Voilà ce que je pense de cette affaire. Mais je demande que l'on réfléchisse bien à cela. Oui. L'équivalent, il y a maintenant 80 ans, de l'effondrement de Lehman Brothers, c'est très exactement une institution financière du même genre
le Kreditanstalt de Vienne, exactement pour les mêmes raisons, des fonds spéculatifs. Voilà. Et il faut y réfléchir. Très Seulement, intéressant. Oui. on préfère occulter. Mhm. Et alors, il y a les subprimes, toute la question là qui tourne autour de ça, les parachutes dorés, les golden boys, les traders, etc., etc. Alors, Jérôme Kerviel, pour ne parler que de lui, de la Société Générale, Oui, est un pur produit de ce système. Mhm. Et la suite le démontre. Jérôme Kerviel n'est pas la seule preuve du dysfonctionnement. Derrière Jérôme Kerviel, il y a Madoff. Derrière Madoff, il y a Stanford, etc., etc., etc. C'est un système qui est en cause. Et c'est le système qui est vicieux par lui-même. C'est le système qu'il faut réformer. Alors, c'est-à-dire, mon général, c'est très intéressant ce que vous venez de nous dire. On est toujours en train d'apprendre dans l'école du général Henri Paris, nous, vos élèves. C'est-à-dire, ici, alors, un point en faveur du marxisme, alors, c'est-à-dire contrôle de l'économie par l'État. Alors, à ce sujet-là, c'est le marxisme qui avait raison, alors. Alors ça, c'est une question. Marx avait-il raison? A-t-il raison? Oui. Ma réponse est oui, en partie. Oui. Par contre, alors il faut pas tomber dans la mégalomanie ou tomber dans la bêtise ou dans l'amalgame. Ce n'est pas parce que Marx avait en partie raison que le marxisme-léninisme adopté par les soviétiques avait raison. Bravo, oui. Et ce sont deux choses totalement différentes. Hein? Et il ne faut pas les confondre et surtout pas faire d'amalgame. L'économie administrée à l'extrême telle que l'entendaient les soviétiques était une mauvaise réponse à la crise. La preuve, c'est qu'il y a eu crise économique en Union soviétique et que l'Union soviétique s'est effondrée. Mais Marx avait-il raison? La réponse est oui, en partie. Seulement, comment le capitalisme libéral peut-il reconnaître ça? Ça lui est impossible. Et il serait suicidaire. Or, il se condamne à mort lui-même. Et on en viendra là. Si la récession que nous vivons maintenant, elle aura bien une fin. Seulement, si l'on ne change pas de système, eh bien, derrière cette fin, il y aura une nouvelle récession, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Excellent, mon général. C'est-à-dire, on peut dire que c'est pour cette raison-là que marxiste presque n'existe plus, communiste non plus, jour après jour, mais socialisme existe. C'est-à-dire, Oui. socialisme, il prend certaines leçons raisonnablement au lieu de devenir marxiste ou communiste. Bien sûr, ou marxiste, léniniste, hein, ce qui Léniniste. est une différence par rapport au marxisme. Hein. Oui, c'est vrai. L'école Et- d'économie de Marx, oui, c'est autre chose. Oui, mon général. Oui, non, mais je dis, Marx vivait aussi dans une utopie. Hein. Ouais. On parle souvent du marxisme, mais reconnaissons-le, bien peu ont lu le Capital. D'abord, le Capital, le livre de Marx. Bon, d'abord, parce que c'est un volume. Deuxièmement, il est écrit dans une langue qui est abrupte, hein, Ouais. et qui est compliquée. Bon, j'irais jusqu'à dire qu'il faut se forcer à le lire, et puis à bien le comprendre. Hein. Il est assez ennuyeux comme livre. Hein. Bon, maintenant, les études sont pas faites pour éclater de rire toutes les 10 secondes. Hein.
C'est vrai. D'autre côté de votre réponse concernant cette crise économique mondiale en général, ça me ramène à réfléchir à ce sujet-là, surtout que ici à Paris, au mois de décembre, j'avais un invité quand on a parlé à ce sujet-là. Même quand j'étais aux États-Unis, on parlait de ça, même les Américains dans leurs médias. C'est-à-dire, il y a aussi, comme vous savez, l'idée, le pensée de complot. Ça existe toujours. Alors, puisque vous venez de donner l'exemple de 1929, octobre, bien sûr, et la crise internationale, qui est identique avec celle d'aujourd'hui, alors, comme vous le savez, certains pensent que cette crise économique, cette faillite a été bien organisée. Ça, que pense général Henri Paris à ce sujet, mon général? Voilà. Mais non, il n'y a pas de C'était pas organisé alors. Il n'y a pas de complot. Si l'Union soviétique existait encore, ça, il n'y a pas de doute. Les Américains, Wall Street, auraient chargé l'Union soviétique et avancé que c'est l'Union soviétique qui a provoqué la crise de 2008. L'idée de complot. Mais que c'est un complot soviétique. Bon, que le KGB, etc. Bon, comme l'Union soviétique n'existe plus, et depuis longtemps, hein, ça fait quand même depuis 1991, hein, ça fait plus de 10 ans. Bon, bah, il n'y a pas de complot soviétique, il n'y a pas de complot du KGB dans la chute de Lehman Brothers. Bon, alors c'est clair. Alors, quel complot? D'où ça vient? Je me répète, il n'y a pas de complot. Il y a simplement, et il faut en prendre conscience, une crise structurelle. Le capitalisme libéral ou le libéralisme capitalistique sont en crise permanente et secrète des crises économiques l'un après l'autre, les unes après les autres, à une cadence qui va évidemment s'accélérer avec la complexité du monde moderne. On peut faire des prévisions à ce sujet. Je vais me lancer dans l'une. Hein. Oui. Bon, la Chine vire à l'enrichissement, mais le système totalitaire communiste chinois en Chine ne survivra pas à la montée du PNB de l'économie chinoise. Les signes prémonitoires étaient la crise de Tiananmen, et il y en a eu d'autres. Mais ce n'est pas pour autant que l'affrontement entre la Chine et les Américains et l'Amérique diminuera. Maintenant, si cette crise a pris une dimension mondiale, mais c'est parce que les intérêts économiques américains sont mondiaux, parce que c'est une hyperpuissance.